Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Merci à vous tous, à nos intervenants, mais à vous tous également qui vous êtes inscrits pour cette matinée d'être là. Pour ceux qui sont les plus connectés, puisqu'on parle de santé connectée, il y a un mot dièse, oui je sais, je dis mot dièse, il y a un mot dièse ou hashtag DSF Santé si vous voulez participer sur les réseaux et nous sommes également en live sur orange.com. Merci au Muséum d'histoire naturelle de nous recevoir dans ce lieu qui, j'en suis sûre, vous a un peu replongé dans votre enfance quand vous êtes arrivé, vous êtes passé le long de cette galerie de l'évolution. C'est un peu d'évolution qu'on va parler aujourd'hui, évolution de la santé, de la prise en charge de la santé. Il va nous rejoindre dans un instant Laurent Bigorne, qui est le directeur de l'Institut Montaigne. Sont également là avec nous Sophie Boissard, bonjour, merci d'être des nôtres, directrice générale du groupe Corian. Martin Hirsch, bonjour et merci, directeur général de la PHP, entre autres. Entre autres. Thomas London, merci à vous d'être des nôtres également, président d'Healthcare Data Institute. Stanislas Niox-Château, bonjour et merci, fondateur de Doctolib. Et est également avec nous Guillaume Leroy, président de Sanofi France. Merci d'être là. Alors on parle, et je vais évidemment vous présenter Stéphane Richard, on parle jusqu'à 11h de ce qui est devenu un relais de croissance parfois pour des acteurs qui n'étaient pas forcément attendus sur ce créneau, ce qui est un enjeu mondial majeur pour les champions des nouvelles technologies, la santé connectée, avec toutes ces promesses, mais aussi ses limites, ou en tout cas les inquiétudes qu'elle peut générer. Le secteur est très concurrentiel, celui de la santé. On considère que c'est l'un des enjeux majeurs du XXIe siècle, la santé, l'homme augmenté, l'homme amélioré, la vie éternelle. Tout cela nous est promis par certains. On verra ce qu'en pensent nos interlocuteurs et nos intervenants sur ce plateau. On va parler d'optimisation des ressources, d'optimisation des équipes, d'optimisation du diagnostic, de tout ce qui est prédictif, tout ce qui est prescription, suivi des patients de façon plus efficace. Le numérique, c'est la mobilisation des meilleures ressources financières, technologiques, humaines. Le numérique dans la santé, c'est aussi un marché qui aiguise beaucoup d'appétit. Alors, est-ce que c'est un nouvel Eldorado? C'est la question que je poserai aussi à nos invités. Stéphane Richard, président, directeur général du groupe Orange, vous nous recevez. Merci d'être notre hôte et de nous recevoir de façon aussi impressionnante. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, ou plutôt la dernière fois que je vous ai vu, parce que vous ne m'avez pas vu, vous interviewiez... non, mais il y avait de quoi, ne vous inquiétez pas. Hein. Je n'en ai pas pris ombrage, parce que vous interviewiez Barack Obama. Donc je me suis dit, tiens, aujourd'hui, en fait, je vais faire Stéphane Richard, il va faire Barack Obama. Ça, on va un peu inverser les rôles. Stéphane Richard, la santé connectée, le numérique dans la santé, c'est un sujet sur lequel Orange travaille depuis plus d'une dizaine d'années. Oui, en effet. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux pour cette nouvelle édition du Digital Society Forum. Peut-être juste un mot rapide pour rappeler que nous avons créé ces rencontres avec Christine Albanel il y a 4 ans, avec l'idée de proposer quelques espaces d'échange et de réflexion sur des thèmes qui touchent bien sûr à la numérisation, à la digitalisation de nos sociétés. On a traité comme ça la question du numérique et de l'emploi, la question du numérique et de la démocratie. Et depuis un petit moment, je souhaitais vraiment qu'on fasse une édition du DSF sur la santé. En effet, Orange est présent d'une certaine manière dans ce domaine depuis 10 ans, puisque c'est en 2007 que nous avons créé la première unité au sein d'Orange chargée vraiment de l'e-santé. Ça s'appelait comme ça à l'époque. Pour moi, la question de la santé et du numérique, c'est à la fois une immense opportunité, ou un champ peut-être d'ailleurs immense d'opportunités, peut-être le plus important dans ce qu'on appelle la digitalisation, la 4e révolution industrielle, le plus important pour l'humanité, d'abord, parce qu'on est vraiment dans un domaine où le numérique
les technologies d'innovation qui va naître de la digitalisation, du déploiement des réseaux, du très haut débit et de l'ensemble de l'écosystème d'innovation qu'il y a autour, peut changer la face de l'humanité, peut changer la vie, tout simplement, la qualité de vie de très nombreux habitants sur cette planète, et partout, que ce soit dans les pays développés, je pense notamment à des personnes qui souffrent de maladies chroniques, des personnes qui vieillissent. On sait bien que c'est un immense défi pour nos sociétés européennes, mais aussi en Afrique, où là, où nous sommes très présents, Orange, on a plus de 120 millions de clients en Afrique. On est plutôt sur des problématiques d'accès aux soins, de télédiagnostic, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est que nous sommes convaincus depuis longtemps que ce domaine de la santé est peut-être le champ le plus prometteur de cette révolution digitale et que, de ce fait, ça mérite... Je ne parle pas là de business, bien sûr qu'il y a beaucoup aussi de business derrière, mais si on... Une seconde, quand même, on prend un point de vue qui est celui peut-être du bien-être de l'humanité ou des progrès de l'humanité, je crois qu'on est là sur un sujet majeur, peut-être le plus important. Et puis, c'est aussi un domaine dans lequel il y a une extraordinaire complexité qui tient à la fois à la complexité des systèmes de santé, notamment dans les pays développés, avec du public, du privé, de la médecine libérale, mais aussi des systèmes de soins financés par de l'argent public, des domaines très sensibles sur le plan éthique. Je pense notamment là aux innovations dans le domaine de la santé, dans la protection des données personnelles. S'il y a bien un domaine du numérique où cette question de la protection des données personnelles est absolument critique, c'est bien celui de la santé. Des contraintes réglementaires, juridiques, éthiques, je l'ai dit. Donc c'est à la fois une immense opportunité et un incroyable champ de contraintes qui explique sans doute le fait que nous qui sommes présents depuis 10 ans, depuis 10 ans, on fait beaucoup de colloques sur la santé numérique, mais il n'y a pas encore énormément de choses qui ont vraiment vu le jour. Voilà. Donc je suis ravi qu'on puisse consacrer maintenant ce moment. Je vais m'arrêter de parler parce que je suis venu surtout pour écouter tous ceux qui ont une vraie expertise dans ce domaine. Je crois qu'on touche quand même là un sujet absolument essentiel qui n'intéresse pas que les professionnels de santé, mais vraiment tous nos concitoyens. Et merci Audrey d'avoir accepté d'animer cette matinée. Je vous en prie, merci beaucoup Stéphane Richard. Laurent Bigorgne nous rejoint maintenant. Directeur de l'Institut Montaigne, vous nous présentez la 5e étude de l'Observatoire du numérique BVA-DSF. C'est à vous. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Ça fonctionne? Voilà. Je suis ravi d'être face à vous. Merci de cette invitation, Stéphane, et à Christine également. J'aimerais d'abord saluer la communauté de ceux qui suivent le forum. Il se trouve qu'il y a eu toute une présence en amont de la réunion sur Twitter. J'ai rarement reçu autant de contacts, y compris d'ailleurs Stéphane, de clients jordaniens qui manifestement avaient un sujet à faire remonter. Et je salue la rapidité de vos équipes puisque via mon compte Twitter, manifestement, des solutions ont été trouvées, comme quoi on est connecté sur une scène globale. Et puis saluer aussi le côté risk taker d'Orange, parce que moi je ne suis pas spécialiste de la santé, mon sujet c'est l'éducation. On n'est pas spécialement dans un lieu numérique aujourd'hui, même si on est précédé là d'une très très longue évolution. Et donc je vais m'employer à essayer de partager avec vous ce que je crois avoir compris, avant de laisser des gens beaucoup plus éminents et savants que moi en parler, ce que je crois avoir compris et du paysage qui se dessine et du sondage BVA qui, je tiens à le dire, est assez éloquent et parfaitement intéressant. On est dans un moment, ça vient d'être dit, qui est un moment très important pour toutes ces grandes politiques publiques ou pour tous les grands secteurs de notre vie, que ce soit l'éducation, l'emploi ou la santé. Au sens où le numérique est venu bouleverser à la fois nos certitudes, nos modèles d'autorité, et on sent bien qu'il y a un avant et un après. On est en train de vivre un pendant. On est en train de vivre une phase de transition durant laquelle il faut réinventer des modèles. Alors, c'est ce qu'on perçoit, nous, comme analystes de la situation, comme chefs d'entreprise, comme investisseurs. C'est ce que perçoivent très, très bien les usagers. Je vous propose peut-être de passer à la première slide, au sens où les usagers sont, eux, sur le front de la révolution digitale et l'accompagnent, même si, évidemment, l'enjeu, c'est de savoir si nous allons avoir le même point d'atterrissage.
Quand on est analyste du système, quand on gère le système de santé, de soins, quand on est offreur de soins, quand on est industriel, on se soucie d'un certain nombre, aujourd'hui, de grands paramètres, le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques, la soutenabilité financière de l'ensemble, face à un patient qui s'inquiète qu'on lui impose une réduction des coûts, qui veut toujours, et c'est normal, des soins de meilleure qualité, et puis qui entend, et c'est une des grandes révolutions que nous traversons, jouer un rôle actif. Il n'y a plus de patients passifs, et on le verra dans le sondage, c'est très bien rendu tout à l'heure. Il y a 2 révolutions qui sont en cours. Une première, c'est qu'il y a une révolution par le bas. J'ai trouvé cette statistique que je partage avec vous. Il y aurait en 2017 259 000 applications dédiées à la santé de par le monde. 259 000. Évidemment, toutes n'aboutiront pas ou ne deviendront pas les entreprises géantes de demain. Et en même temps, certaines d'entre elles vont nécessairement s'imposer comme des game changers dans la vie à la fois des praticiens et dans la vie de ceux qui sont, comme nous tous, des patients. Il y a également, et Thomas en parlera nécessairement, des évolutions qui touchent les systèmes eux-mêmes. On a trouvé un certain nombre, c'est la slide suivante, on a trouvé un certain nombre d'exemples étrangers qui sont sans doute en avance de phase. Par exemple, un pays comme le Canada se pose aujourd'hui, non pas la question de la télémédecine, mais de l'accompagnement sur des territoires bien plus vastes et beaucoup moins denses que la France, l'accompagnement des patients. L'année dernière, on estime qu'en Ontario, il y aurait eu près de 800 000 événements impliquant des patients par le biais de la télémédecine. 800 000 pour une économie qu'on estime être de 50 millions d'euros et 243 millions de kilomètres évités à des patients ou à des professionnels. On a également en Suède une révolution qui est à l'œuvre à l'hôpital avec, et c'est un des sujets de la discussion de ce matin, avec une absence de tabou sur l'utilisation des données, notamment pour évaluer les soins longitudinalement, faire ce lien entre hôpital et médecine de ville et essayer d'apporter un certain nombre de réponses sur la question de la qualité des soins. Et puis, en Australie, autre aventure que j'ai trouvée passionnante et que je partage avec vous, une plateforme qui permet aux jeunes atteints de pathologies mentales, de maladies mentales, d'échanger avec à la fois des professionnels, mais aussi entre eux. Et on sait à quel point la France est en retard aujourd'hui sur ce sujet. J'en viens au résultat du sondage pour essayer de faire le lien entre ce paysage que j'esquisse trop rapidement et ce que nous révèle l'étude BVA. Tout d'abord, sur l'impact du numérique dans le domaine de la santé, vous découvrez avec moi, 76% des Français aujourd'hui disent consulter fréquemment les sites spécialisés en médecine sur Internet. Et 1 Français sur 3 les consulte au moins une fois par mois. Pour 21% des Français, c'est même le premier réflexe qui est le leur avant d'aller voir aujourd'hui un médecin. Et 43% le font très régulièrement tout au long de leur parcours de soins. Ils sont nombreux, vous voyez, à considérer ces données comme fiables, presque 9 Français sur 10. On voit, pour là aussi être dans la problématique du jour, que 34% possèdent déjà un objet connecté. Mais néanmoins, même si donc le réflexe du consommateur est là, en termes de consultation ou en termes d'usage d'un objet connecté, que ce soit un tensiomètre, une balance, une montre, 4 Français sur 10 seulement à ce stade sont favorables à la téléconsultation. Donc on voit qu'il y a une marge d'efficience pour les systèmes qui souhaitent se transformer. On voit qu'on peut sans doute faire mieux et utiliser mieux la confiance des usagers dans les nouveaux moyens de communication et d'interaction. Sur la slide suivante, on voit que les Français utilisent le numérique encore dans des situations de réaction et pas suffisamment, c'est là un des gains d'efficience qu'il faudra aller chercher, dans un réflexe de prévention. Pour les Français, les outils connectés sont un moyen de faciliter les relations avec les professionnels de santé pour 62%, les services administratifs de santé pour 57%, les hôpitaux, cher Martin, pour 53%. Et en même temps, on voit qu'ils sont seulement un tiers à avoir recours aujourd'hui à cet univers nouveau dans le champ de la prévention et que sur ce tiers, presque la moitié sont des gens qui sont à ce stade très bien portants. Donc il faudra voir comment à l'avenir, un peu comme pour la téléconsultation, faire monter ceux qui se tournent vers le digital, le numérique, comme outil de prévention si on veut pouvoir effectuer des gains économiques et budgétaires lourds dans le système. Enfin, j'en ai presque terminé, les Français restent, je vais oser un parallèle, très mutualistes dans l'âme. C'est-à-dire qu'ils sont convaincus
qu'on peut partager. Ils sont 80, et c'est la dernière slide, à être prêts à partager leurs données de santé. Il y aura évidemment des conditions. Un certain nombre d'études, notamment que Thomas avait réalisées, convergent avec ce chiffre très important. Une étude que l'Institut Montaigne avait conduite avec des citoyens, une conférence citoyens il y a 3 ans, montrait sensiblement la même chose sur un nombre tout petit de citoyens, mais de façon très qualitative. On les avait suivis pendant plusieurs mois. Il y a donc 80% des Français aujourd'hui qui sont prêts à partager leurs données de santé et 76% qui sont convaincus que le numérique va améliorer la recherche et donc, au final, l'effectivité du système dans tous les domaines et notamment leur santé. Donc vous voyez des chiffres qui montrent un optimisme raisonnable et qui montrent aussi des marges de progression très grandes. Et j'imagine que c'est de cela dont on parlera ce matin. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurent Bigorne. Alors, en France, on sait s'occuper des patients. Globalement, on fait déjà bien. On a une qualité de soins importante, de suivi, de prise en charge par le secteur privé et public que, paraît-il, une bonne partie de la planète nous envie. La France fait partie des pays les plus performants en matière de santé. L'espérance de vie est aux alentours de 82 ans en moyenne, avec des dispositifs sociaux et le réseau hospitalier. On peut dire, à quelques exceptions malheureuses près, que personne n'est laissé sur le carreau. Et pourtant, le système semble en permanence sur le point d'imploser. Et pourtant, on a l'impression que pour ce qui concerne, en tout cas, les hôpitaux, donc le secteur public, ils sont toujours à U et à dia. Martin Hirsch, je vais commencer avec vous, pas seulement parce que vous êtes peut-être le plus spécialisé de la question hospitalière sur le plateau, mais je vous excuse par avance parce que vous devrez nous quitter un petit peu plus tôt. En quoi le numérique et la santé numérique peuvent aider déjà sur un plan organisationnel à gérer au mieux les effectifs, les opérations, le fait de poser un diagnostic? Merci beaucoup et mes excuses par avance de devoir vous quitter un peu plus tôt. Je voudrais d'abord lever le suspense. Oui, il y a un médecin dans la salle, puisque j'ai vu Claudie Ignoré. Donc il y a au moins un médecin dans la salle, mais il y en a peut-être d'autres. Et quand Sophie a tweeté qu'elle participait à cette table ronde, par ailleurs, tu as vu les réactions qui étaient, je ne sais pas s'il y a un médecin dans la salle, mais il n'y a aucun médecin à la tribune, donc on s'est fait tous engueuler. Oui. Effectivement, moi, je n'ai pas encore fini mes études de médecine, je me suis arrêté en 6e année. Ceci dit, pour répondre à la question, les choses sont très simples. Est-ce que la révolution numérique est aujourd'hui sur les papiers, dans les colloques, ou est-ce qu'elle est en marche? Elle est, sans faire de jeu de mots politiques, elle est absolument présente. Ça y est, on est embarqué dedans. Donner 3-4 exemples. Premier exemple, maintenant, ce que je ne vous souhaite pas, mais si vous arrivez aux urgences de Cochin tout à l'heure, la première chose qu'on fera, c'est rentrer votre numéro, qu'on obtiendra avec votre nom. Et d'emblée, on trouvera vos séjours à Henri Mondor, à l'hôpital Bichat, etc. On n'a plus que 2 derniers hôpitaux à connecter dans les prochains mois. Et on a un système d'information. Donc ça, c'est la première chose. Et pour la sécurité et la qualité des soins, c'est juste un changement absolument majeur. Même si c'est une opération compliquée, mais on est passé du moment, des années, on a mangé du pain noir à essayer d'unifier les choses, à une période où on commence à recueillir le pain blanc. Deuxième chose, si c'est un intérêt direct pour les patients quand ils arrivent dans les hôpitaux ou quand ils sont pris en charge, c'est un deuxième intérêt. Toutes ces informations sont rassemblées dans un entrepôt de données de santé, qui est un des plus grands entrepôts de données de santé hospitaliers au monde, puisque nous avons 10 millions de patients, dans lequel on trouve l'ensemble des observations cliniques qui ont été portées, des résultats biologiques, des images qui ont été faites à l'intérieur de votre corps, des prescriptions qui vous ont été faites, etc., etc., et qui est un instrument pour la recherche tout à fait considérable. Aujourd'hui, en routine, on regarde quel niveau de pollution et quel est le nombre d'infarctus
ou de maladies respiratoires. On a des informations sur ces données-là comme on n'en avait jamais, ce qui vont permettre de répondre à des questions qui étaient plutôt posées sur un plan idéologique et sur lesquelles on commence à avoir des informations scientifiques, cliniques, pour pouvoir y répondre. Donc cela est vraiment notre pratique quotidienne de soins et de recherche. Et par ailleurs, par rapport à ce que Laurent montrait comme résultat, ça corrobore les études que nous faisons. Maintenant, quand un patient arrive, on lui demande systématiquement s'il est d'accord pour que ces données soient utilisées pour les recherches futures. Mais nous avons le problème du stock des patients qui sont passés dans les 20 dernières années. Nous avons fait un petit test où nous avons envoyé 400 000 mails à des anciens patients pour savoir s'ils étaient d'accord pour que leurs données soient utilisées. Il y en a 250 000 qui ont ouvert leur mail et nous avons eu 600 oppositions. Et on refait cette semaine dans le Parisien un petit encart pour dire attention, quand vous venez à l'AP, vos données sont susceptibles d'être utilisées, vous pouvez vous adresser cela pour être CNIL compliant. Donc ça, c'est concret. Ensuite, on verra avec Stanislas tout à l'heure, mais vous avez tous, j'imagine 100% d'entre vous dans cette salle ont été confrontés au fait que quand on téléphone à un hôpital de la Paix pour avoir rendez-vous, il y a une chance sur 5 pour qu'on décroche le téléphone. Ben oui. Moi, j'ai pris acte que je n'arriverais pas à faire 5 sur 5. Et donc, nous avons développé un système de prise de rendez-vous en ligne sur l'ensemble de la Paix. Juste révolutionnaire, parce que je ne raconte pas ma vie, mais ça veut dire que les 10 000 médecins de la Paix acceptent qu'on connaisse leurs agendas, leurs trucs privés, leurs trucs publics, vous imaginez le bazar. Stanislas sait de quoi nous parlons, mais c'est en route, ça aussi. Ça concernera tous les hôpitaux en 2018. Déjà, au bout de quelques mois, là où c'est installé, 10% des rendez-vous se prennent en ligne. Et par ailleurs, nous savons que sur nos standards, 30% des appels sont destinés à prendre rendez-vous. Donc ça avance. Troisième chose, vous connaissez le système dans lequel vous avez été bien soigné et vous vous dites quand même qu'il faut que vous payiez votre petit ticket modérateur, mais manque de bol, la caisse est fermée, et donc vous allez recevoir un courrier vous expliquant qu'on va vous envoyer un autre courrier pour vous expliquer ceci et cela. À partir de l'année prochaine, 2018, pré-admission en ligne, avec où vous donnerez votre numéro de sécu, etc., etc. Et donc, adieu les formalités, la caisse, et pour nous, adieu les millions de courriers qu'on adresse. Et donc, on espère l'année prochaine avoir notre premier hôpital zéro papier. Donc, tout cela est en train de se réaliser. Mais au-delà de cela, ce n'est pas simplement la vie quotidienne, c'est effectivement la possibilité de faire avancer la connaissance. Si nous voulons que notre pays, qui a une histoire glorieuse, qui a inventé le stéthoscope, le groupe HLA, etc., veut avoir une histoire glorieuse dans les prochaines décennies en matière d'innovation en santé, il faut qu'on fonce entre cliniciens, entre chercheurs et entre industriels. Laurent expliquait qu'il y a 259 000 applications aujourd'hui, au moins, en santé. Combien d'entre elles ont été validées et évaluées ? 4, 10, 12, 20. On va poser la question à Stanislas. Pas beaucoup plus. Pas beaucoup plus. Nous pensons que ce qui s'est fait au XXe siècle pour dire que les hôpitaux académiques ont été ceux qui ont permis de valider, d'évaluer correctement les médicaments, nous pensons que nous devons jouer ce rôle pour le XXIe siècle, pour les applications. Et cher Stéphane, je pense qu'un pays qui a un groupe comme celui que tu diriges et un des plus grands centres hospitaliers du monde doit être capable de monter en France le centre européen ou mondial, un des 3 ou 4 centres mondiaux, dans lequel on est capable de faire l'évaluation de ces applications pour pas simplement devoir que nous ou les patients achètent des applications qui soit sont inutiles, soit au contraire sont contre-productives par rapport à ce que pense la médecine. C'est ça les enjeux. On va en parler de cette partie sur le contrôle effectivement de ces applications et la question de la collecte des données, mais déjà sur la question de l'acceptabilité, je voudrais voir avec vous Thomas London, donc je rappelle président de Data Healthcare Institute.
quel est le degré d'acceptabilité du citoyen ou de la citoyenne? On sait à quel point en France les citoyens sont attachés à leur liberté, à leur vie privée, etc. À quel point ils sont d'accord pour livrer leurs données et pour être ainsi suivis, et parfois suivis dans la façon dont ils prennent leurs médicaments, par exemple, et la régularité avec laquelle ils prennent leur traitement. Alors, Laurent a partagé déjà quelques chiffres, mais la réponse, elle est très claire. Ils sont dans une large majorité près. On a nous-mêmes mené un baromètre auprès d'à peu près 1000 patients, et grosso modo, 80% des patients, et donc on rejoint tout à fait les chiffres que présentait Laurent, nous disent qu'ils sont, qu'ils voient la valeur que les données de santé peuvent apporter à la recherche, à l'amélioration des prises en charge, à l'amélioration des parcours. Et 2, ils sont 80% à nous dire qu'ils sont prêts à partager leurs propres données personnelles, dès lors qu'on leur assure qu'elles vont être utilisées de manière anonyme, et donc on protège finalement leur intimité, et dès lors qu'on leur dit à quoi elles vont être utilisées. Et donc dès lors qu'ils savent que c'est pour de la recherche clinique, pour de l'amélioration des prises en charge, etc., ils sont prêts à le faire. Ce qui est encore plus intéressant, c'est quand on regarde le taux de réponse chez les plus de 65 ans, donc qui sont finalement les plus concernés, les plus gros consommateurs du système de santé, on arrive à près de 90%. Et donc je pense que les patients, ils en sont pleinement conscients aujourd'hui et ils sont beaucoup plus prêts à avancer que ce que les systèmes et les acteurs aujourd'hui le sont. Sophie Boissard, il y a une question qui est liée au numérique, c'est son accessibilité. On a parlé d'acceptabilité, puis il y a l'accessibilité. Il y a le fait pour chaque patient de pouvoir ou pas être connecté. Il y a de grandes disparités à la fois territoriales et sociales. Comment on fait face, comment on lutte contre ces nouvelles inégalités ? Je pourrais vous parler ce matin essentiellement de ce que je connais, c'est-à-dire nous avons en charge des personnes âgées ou très âgées qui souffrent d'affections chroniques, c'est-à-dire des maladies évolutives ou faiblement évolutives au long cours. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se le dise, c'est notre défi de santé publique du XXIe siècle le plus important. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution des maladies chroniques les plus courantes, cardiovasculaires, respiratoires, rhumatisme, c'est plus 60% dans les pays européens au cours des 10 dernières années. C'est aujourd'hui plus d'une personne sur deux après 80 ans qui en souffre. Et ces personnes, elles ont besoin de soins dans la durée. Elles vont avoir besoin des services de Martin pour un diagnostic, une opération, mais ensuite on s'inscrit dans une prise en charge qui va durer longtemps. Et notre enjeu commun, je crois que tous les opérateurs et tous les acteurs du système de santé ont le même, c'est de permettre à quelqu'un qui malheureusement va souffrir d'une ou plusieurs de ces maladies d'avoir la meilleure qualité de vie possible le plus longtemps possible. Et évidemment, de conserver une forme d'autonomie. Et donc, pour revenir sur votre question initiale, ça veut dire que tout ce que l'on peut faire pour lui permettre de retourner à domicile et d'avoir un suivi régulier est absolument important. Et là, le digital est en train de changer radicalement la donne. C'est-à-dire que si on est capable d'avoir un dossier médical partagé avec effectivement des soignants qui s'organisent autour du patient, on est capable de lui éviter des longs séjours à l'hôpital ou en clinique de moyen séjour, on est capable de le prendre en charge à domicile. Ça, c'est une première application. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on a en France des expériences très intéressantes. Il y en a une en Isère avec laquelle on participe avec Orange, qui s'appelle Activage, mais qui est un projet européen qui est mené dans 7 pays différents et qui consiste finalement sur une patientèle de patients âgés qui ont été hospitalisés à organiser avec un soutien numérique et plusieurs professionnels de santé, leur retour à domicile, faire des prélèvements réguliers, des mesures, pour pouvoir ensuite lui dire vous devriez revenir consulter, ou au contraire tout va bien, ou vérifier aussi que leur environnement de vie est correctement organisé en cas de chute. Donc c'est toute une espèce de patients augmentés. Finalement, on augmente l'espace de vie et les capacités du patient grâce au numérique. L'enjeu, et vous l'avez pointé, j'en terminerai là, c'est d'avoir des professionnels de santé et notamment des médecins de ville
mais aussi des infirmiers, qui soient prêts à accompagner cette révolution-là, à la fois en termes d'équipement, mais je dirais que ce n'est pas le plus compliqué, beaucoup plus en fait en termes aujourd'hui d'organisation et de paiement, et de prise en charge financière, puisque notre médecine, elle est encore très largement organisée au paiement à l'acte. Chacun est payé pour un acte. Or, vous voyez bien que dans ce que je vous décris, il n'y a plus d'acte, il y a une prise en charge globale, comme celle qu'on aurait dans un hôpital, sauf qu'elle est dehors, à la maison, ce qui est évidemment un vrai plus. Alors, permettre aux patients d'être soignés à domicile, de retourner chez eux, c'est important, notamment concernant les personnes âgées, dont vous vous occupez en particulier, mais il y a aussi des personnes âgées en établissement, en EHPAD. Qu'est-ce que le numérique change dans leur prise en charge et dans leur suivi, dans l'amélioration de leur quotidien ? Pour moi, le numérique, dans cette dimension-là, il a trois ou quatre grandes vertus. La première, c'est d'abord, pour les équipes au quotidien, vraiment un saut en qualité. C'est-à-dire aujourd'hui, ce qui est très important quand vous prenez en charge des personnes qui sont très affaiblies. En moyenne, une personne âgée accueillie dans une maison de retraite médicalisée, c'est pour ça qu'elle y est, elle a entre 6 et 7 affections. Donc ça veut dire des traitements médicamenteux, ça veut dire une supervision extrêmement régulière. Donc il faut évidemment un dossier partagé. Et donc tout ce que l'on peut faire avec le numérique en termes de dès que j'ai donné et que le médicament a été administré, c'est tracé. Dès qu'un acte a été fait, il est tracé dans le dossier. On est capable du coup d'avoir une équipe qui sait en temps réel ce qui a été effectivement fait, ne va pas pouvoir se tromper, va pousser les informations au médecin traitant qui est à l'extérieur. Et ça a changé complètement l'organisation et le niveau de sécurité et de qualité que l'on peut dispenser. Et ça, c'est en train de se faire maintenant. La deuxième application, c'est la formation des soignants. Grâce au numérique, nous, on a mis en place une bibliothèque de formation numérique qui nous permet aujourd'hui de former entre 75 et 100% de nos soignants sur les gestes de base, mais aussi sur la prise en charge des pathologies associées à la maladie d'Alzheimer. Bref, on est capable aujourd'hui d'aller former la totalité d'une équipe, ce qui est beaucoup plus difficile quand vous devez le faire dans des formations présentielles sans le support. Donc ça, c'est la partie qualité. Ensuite, il y a la partie qualité de vie du patient. Je vais vous donner un exemple très concret qui est là en train de s'expérimenter. Dans un de nos établissements sur la Côte d'Azur, on a paramétré complètement, donc dans les unités de vie qui accueillent des personnes vraiment lourdement atteintes d'Alzheimer, donc vraiment atteintes de forte démence, une des caractéristiques de ces maladies, c'est que vous ne dormez plus, où votre cycle de sommeil est totalement inversé. Et c'est évidemment très compliqué puisque ces personnes sont très actives au milieu de la nuit, peuvent tomber, peuvent se faire mal, peuvent se blesser. Et donc, en fait, on a mené une étude consistant à vraiment étudier les mouvements et les signes d'activité de chacune des personnes pour pouvoir finalement être capable, pour le soignant en charge de l'unité, de se dire, tiens, là, c'est un mouvement anormal, il se passe quelque chose, j'interviens, je me branche avec mon support numérique pour aller allumer la caméra et vérifier qu'il s'est passé ou pas quelque chose, je peux intervenir. Et ça nous a amené aussi à revoir complètement l'organisation des soins et à nous dire, mais la nuit, pour 6-7 personnes, il faut proposer une collation et des activités au milieu de la nuit, parce que ça correspondait à un pic d'activité et qu'on n'aurait pas été capable finalement de faire cet ajustement sans avoir l'ensemble de ces données. Donc c'est un bon exemple. Et puis, le dernier élément, c'est sur la partie épidémiologique. On est en train aujourd'hui de mener, avec l'Université de Versailles-Saint-Quentin, une étude en fait de cohorte où on a pris toutes les données saisies par les soignants sur la totalité de nos établissements en France. Donc, c'est quand même un peu plus de 20 000 lits sur 10 ans, pour essayer, à partir des mentions qui sont portées par les soignants sur les dossiers, à l'époque c'était encore manuscrit, de se dire est-ce qu'on est capable de modéliser les épidémies dans la durée. Et l'étude est en train de se terminer, en fait c'est une thèse, elle montre que oui, on est capable avec une quasi-certitude d'identifier le début des épidémies et leurs forces. Et du coup, l'idée d'après, ça va être évidemment d'être dans une logique de prévention et de pouvoir interagir avec l'ensemble du système de santé, y compris d'ailleurs avec les laboratoires et les pharmaciens, pour être sûr d'avoir les bons médicaments disponibles. Donc ça, c'est
je dirais, génial en termes de prévention. On va y revenir largement avec Guillaume Leroy tout à l'heure, hein, sur ces cohortes justement et sur ce que permet le numérique dans le suivi sur des populations importantes, hein, le suivi de l'évolution d'un traitement, d'une maladie, d'une affection. Thomas London, un mot, mais très rapidement sur la question de l'acte, du paiement à l'acte. Je voulais revenir sur la notion dont Sophie a parlé, qui est celle de qualité. On a parlé, le début du débat, on a parlé de notion d'efficacité et ce que le numérique permet en termes d'efficacité. On a parlé de ce que ça permet en termes d'amélioration du service, de l'accès finalement du patient au système de santé. Il y a un enjeu majeur qui est un enjeu majeur de notre système de santé, c'est celui de la qualité des soins et des prises en charge. On parle beaucoup des enjeux économiques de notre système de santé, on parle beaucoup moins des enjeux de qualité. Or, si on en croit l'OMS, on a quelque chose comme 30 à 50 000 morts évitables dues à des erreurs médicales tous les ans dans notre pays. Et fondamentalement, c'est lié à la variabilité des pratiques, des prises en charge. Juste un exemple, dans le diabète, quand on est diabétique, on doit vérifier 4 fonctions vitales tous les ans. Moins d'un diabétique sur 2 en France reçoit ces 4 tests, alors qu'en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre, ils sont à près de 90%. C'est juste un exemple de la variabilité des pratiques quotidiennes qui amène des complications. Et sur ces aspects-là, un certain nombre des exemples que donnait Sophie montrent bien comment, en termes de qualité de prise en charge, le numérique peut nous aider à faire face à cet enjeu qui est un enjeu majeur et dont on ne parle pas du tout assez. Stanislas Neufchâteau, alors le numérique, c'est aussi le patient connecté. Un patient connecté, je rappelle que vous êtes fondateur de Doctolib, un patient connecté, est-ce que c'est forcément un patient formé, responsabilisé, acteur de sa santé, de l'amélioration de sa santé, ou est-ce que c'est avant tout un emmerdeur pour le médecin qui remet en cause son diagnostic et qui s'invente des maladies? Bon, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis plus jeune et plus novice que l'ensemble des personnes autour de cette table. Non, pour moi, un patient connecté, c'est bien sûr un patient qui est acteur de sa santé, c'est un patient qui se rapproche des praticiens et des établissements, c'est un patient qui accède plus facilement aux soins. En fait, nous, on a créé notre concept avec pour objectif de fluidifier l'accès aux soins. Il y a plein d'autres startups de e-santé qui essaient de fluidifier l'accès aux soins. Aujourd'hui, on le sait, les délais d'attente sont longs. Le parcours il est opaque, il est complexe. L'information des patients, elle est relativement faible. L'accès aux soins, il est dur. Et la gestion de la santé par les patients, elle est quasi inexistante. Et donc, il ne s'agit pas de donner le pouvoir aux patients, mais il s'agit de fournir les meilleurs outils aux établissements et aux professionnels de santé pour leur permettre de mieux gérer les patients. Et en fait, vous voulez noter les médecins? Alors non, absolument pas. Nous, on n'a pas du tout, pour le coup, sur la qualité, la notation, le suivi, nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nous, on améliore l'accès aux soins, on essaie de le faire, mais on essaie de le faire par la simplification du quotidien des établissements et des praticiens. Vous savez, pour le faire simple, il y a 4 axes de digitalisation de la santé. Le premier, c'est tous les outils pour mieux organiser les hôpitaux et les cabinets. Le deuxième, c'est tous les outils pour rapprocher les patients des praticiens. Le troisième, tous les outils pour rapprocher les praticiens, pour leur permettre de collaborer ensemble, pas que entre la ville et l'hôpital, mais aussi dans la ville. Et enfin, le quatrième, c'est faire du patient un acteur de sa santé. Et en fait, aujourd'hui, sur les 4 axes, il y a plein de startups, vous l'avez dit, 259 000 applis, etc., etc. Mais en fait, le seul axe vraiment opérationnel, c'est l'axe 1. C'est les outils pour les hôpitaux et les cabinets. Les 3 autres, ça n'existe pas. Et c'est pas qu'en France, hein, dans les autres pays du monde et d'Europe, il y a assez peu d'applications qui existent. Et donc nous, le pari qu'on a fait et que plein d'autres startups de e-santé font, c'est de se dire on va fournir le meilleur outil du quotidien des établissements et des cabinets, donc de l'axe 1. Et grâce à ça, on va aller essayer de transformer un peu la relation entre le patient et le praticien, entre les praticiens, et puis faire du patient un acteur de sa santé. Il y a plein d'innovations thérapeutiques, médicamenteuses, plein d'innovations de traitement, et on en parlera très largement ici, et je suis le moins expert de très loin d'entre vous sur ça. Nous, on n'est pas sur les innovations de médicaments, nous, on est sur des innovations de services qui permettent d'améliorer l'efficacité du système. Et in fine, améliorer l'efficacité du système, on est quand même un peu tous là pour ça, pour améliorer la santé des gens.
Mais justement, ça marche très bien. Doctolib, c'est pour l'instant, et je vous souhaite le meilleur évidemment, une très belle réussite. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait un besoin très fort pour les patients, mais aussi pour les personnels soignants, mais aussi pour les organismes de santé, les hôpitaux, les cliniques, d'avoir cet outil d'optimisation et de lien? Ouais. Alors en fait, je vous parle que de notre exemple, mais en fait, on pourrait se le faire sur plein d'autres startups et techno. Pour moi, la numérisation, le digital, c'est un mot qu'on devrait même plus utiliser. En fait, c'est le cœur névralgique de ce qu'on fait pour améliorer l'efficacité des opérations. Et donc, aujourd'hui, clairement, un établissement, pour faciliter l'accès aux soins, son secrétariat, ses rendez-vous non honorés, acquérir de la patientèle, se faire connaître, se rapprocher de la ville, globalement, il faut des outils du numérique pour faire ça. Et donc, aujourd'hui, quand les délais d'attente sont longs, quand on ne peut pas prendre un rendez-vous à la PHP, quand il y a peu de liens entre la ville et l'hôpital, oui, clairement, des outils comme le nôtre, ça va permettre de rapprocher les patients avec les praticiens. Alors, Guillaume Leroy, président directeur général de Sanofi Aventis France. Avec vous, est-ce qu'on va rêver ou est-ce qu'on va avoir peur sur tout ce que nous apporte comme opportunité le numérique, tout ce qu'apporte déjà, notamment aux entreprises de votre secteur, le numérique comme innovation, comme progrès pour l'humanité. Stéphane Richard parlait tout à l'heure, au-delà du business, de ce qu'on peut imaginer apporter quand même au bien-être de l'humanité. Et puis tout ce qu'on peut, voilà, tout ce dont on peut rêver, qui aujourd'hui ne relève plus de la science-fiction. Alors je ne sais pas si on va rêver. Vous avez mentionné l'homme augmenté. Je pense qu'il est encore un peu trop tôt. Il y a une certitude par contre en France, c'est qu'on peut parler de l'écosystème augmenté. Et les exemples qu'on vient d'entendre montrent bien qu'en France, on a un écosystème de la santé qui est considérablement augmenté dans ses capacités avec l'arrivée du numérique. On a en France les plus grands centres et les plus prestigieux centres de recherche fondamentale. 3 des 10 premiers sont français, CEA, CNRS et INSERM pour ne pas les citer. On a un réseau hospitalo-universitaire qui fait des envieux dans le monde entier, qu'il soit privé, qu'il soit public. On a un reste à charge qui est très faible pour les patients français quand on compare au reste du monde. On a 22 000 pharmaciens sur le territoire qui reçoivent chaque jour plus de 3 millions de Français, chaque jour, qui poussent la porte de la pharmacie pour chercher une solution de santé, que ce soit un produit, médicament, un vaccin ou tout simplement une information auprès du professionnel de santé. Donc on a maintenant, avec l'arrivée du numérique, toutes les conditions pour, en France, faire progresser la santé. Alors, comment Sanofi se positionne par rapport à la santé? Qu'est-ce qu'on peut apporter assez rapidement? Nous, 45% de nos efforts de recherche et de développement sur le plan mondial sont faits sur le territoire français. Donc, et c'est en partie grâce à cet écosystème. Donc l'apport du numérique va être d'abord sur la recherche. Et je vais vous donner un exemple très concret. Les maladies rares. Les maladies rares, par définition, elles sont rares, donc difficiles à diagnostiquer. Il y a des périodes d'errance de diagnostic de 5, 10 à 15 ans avant qu'un patient puisse enfin avoir le diagnostic confirmé et donc mettre en place le protocole thérapeutique et donc participer potentiellement aussi à la recherche fondamentale. Le numérique va nous permettre de gagner un temps considérable puisque les systèmes d'information connectés au sein de l'écosystème vont nous permettre d'aller beaucoup plus rapidement sur le dépistage d'une maladie rare, sur la compréhension de la maladie, sur le suivi de son protocole et donc sur l'amélioration des solutions à disposition des patients pour les maladies rares. Voilà un exemple de recherche. Les études cliniques en général, quand on cherche des éléments très spécifiques sur des patients très particuliers, le temps d'inclusion des patients est très long. Sanofi, avec des collaborations externes, puisque c'est le modèle propre de notre recherche, trouve des moyens avec le numérique d'aller beaucoup plus vite dans l'inclusion des patients, qui permettent parfois, sur une seule étude, de gagner plus de 2 ans. Donc c'est 2 ans d'accès anticipé pour une solution de santé. Alors ça, c'est pour la recherche, en quelques mots. Et puis après, il y a le bon usage du médicament. Je crois qu'un médicament n'est pas un produit comme tous les autres. Ce qui caractérise un médicament, c'est l'importance qu'il va avoir pour le patient au moment où il sera utilisé. Et donc on peut avoir le meilleur médicament du monde, comme dans le diabète par exemple, s'il n'est pas utilisé à la bonne heure, l'effet sera totalement négatif, voire dangereux pour le patient. Donc là on est convaincu que le numérique va apporter cette connexion entre le patient, son médicament, mais aussi son professionnel de santé.
Et quand on dit professionnel de santé, ce n'est pas uniquement le pharmacien ou le médecin, mais ça sera aussi les aidants, les sachants et tout l'ensemble de l'écosystème au service de la santé. Donc, en synthèse, ça va apporter énormément à la recherche, ça va apporter aussi au bon usage du médicament, éviter le gaspillage, garantir le bon traitement à la bonne heure pour le bon patient, et donc globalement améliorer la santé en France. Martin Hirsch, parce qu'on doit vous libérer, un mot sur ce que vient de dire Monsieur Leroy, Guillaume Leroy. Moi, ce qu'on sent poindre dans la question et la réponse sur est-ce que vous nous annoncez des choses épouvantables, au contraire des choses trop positives, moi je le résume en disant qu'on assiste à un combat passionnant entre médecine personnalisée et médecine dépersonnalisée. Alors médecine personnalisée, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept, c'est qu'on passe de la fabrication d'un médicament qu'on va administrer à des millions ou des dizaines de millions de patients et à des choses assez standardisées, à des choses dans lesquelles un patient donné, compte tenu de son mode de vie, son patrimoine génétique, d'un certain nombre de caractéristiques comme cela, on aura un traitement ciblé, particulier. Donc, c'est passer de l'industriel au sur-mesure, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Mais ceci se fait en même temps d'évolutions technologiques éventuellement déshumanisées, dans lesquelles on imagine que, alors que c'était quand même sympa d'aller passer un petit bout de temps avec son médecin qui vous demandait des nouvelles de vos parents, de vos enfants, etc., d'avoir un type soit en face de vous, soit à travers son écran, qui simplement vous dit « j'ai regardé vos datas et du coup il faudrait que vous fassiez votre truc là, etc. » et dans lequel le rapport humain disparaît. Et donc tout ce combat, c'est comme la tempête dans un crâne de Jean Valjean, c'est de faire en sorte qu'on puisse utiliser ces technologies absolument extraordinaires et se débarrasser de tas de choses qui prennent du temps, qui donnent de l'incertitude, qui permettent de faire des fautes, de sécuriser tout, tout en gardant une relation humaine forte. Et on est là pour ça, en fait, c'est quoi, pour gagner ce combat dans le bon sens. Et je trouve qu'effectivement, notre pays, qui a une certaine tradition du colloque singulier de la médecine, qui en a gardé le pire, genre le paiement à l'acte, qui effectivement du coup est un obstacle au fait qu'on travaille ensemble. En fait, le paiement à l'acte, c'est pas une question de sous, c'est le fait que tel que c'est organisé, ça induit des comportements anti-coopératifs entre professionnels. On est concurrents les uns les autres plutôt que de tous concourir à faire en sorte qu'on prenne bien. Donc est-ce qu'on pourra utiliser ces outils pour qu'on puisse renouer avec une médecine qui est effectivement une médecine doublement personnalisée et humanisée? Merci beaucoup. Je vous libère. Du coup, je vais demander à Sophie et à Thomas de se rapprocher d'un fauteuil. Merci. Et je reviens à vous, Guillaume Leroy. Vous nous disiez effectivement l'homme augmenté, on n'y est pas encore. Et alors, l'homme amélioré encore moins. Parce que quand on parle justement d'homme augmenté, ce qu'on entend, en tout cas pour le moment, c'est beaucoup une question d'améliorer la performance, la résistance, plus que finalement d'améliorer la vie tout court, la qualité de vie de chacun. Alors, effectivement, et là, je voudrais peut-être répondre à ce propos par la prévention. Quand on regarde la santé, le premier problème de l'arrivée d'une maladie, alors si on prend les maladies infectieuses, évidemment, tout ce qui va nous permettre d'anticiper l'arrivée d'une maladie infectieuse à travers le numérique va nous permettre de réagir beaucoup plus vite, tant à titre individuel qu'à titre collectif. On a vu des épidémies de méningite en Amérique latine qui ont été détectées par les réseaux sociaux plusieurs jours avant que le système épidémiologique traditionnel puisse notifier une alerte épidémiologique. Ben là, clairement, une semaine de plus, ça laisse le temps d'organiser une campagne de vaccination, de mettre à disposition des solutions, d'informer la population et donc de réagir. Donc ça, c'est un premier je dirais, bénéfice pour la santé des patients. Stéphane Richard, on parle de réseaux sociaux, mais évidemment, je pense à réseaux communication et télécommunications. Orange est très implanté sur le continent africain, où on sait qu'il y a toutes sortes d'enjeux et de défis.
particulièrement pour ce qui concerne la santé publique, le suivi des patients, les diagnostics et les prescriptions. Oui, je pense que s'il y a une partie du monde où le numérique, le digital peut vraiment changer complètement la donne en matière d'accès aux soins, de prolongement de l'espérance de vie, d'amélioration aussi simplement des conditions de vie au quotidien, c'est bien l'Afrique. Il y a une condition bien évidemment préalable, c'est qu'on déploie des réseaux. D'abord, dit en passant, mais c'est vrai que c'est la mission principale des opérateurs, qui est celle de déployer ce système nerveux finalement du monde digital, qui consiste à apporter des réseaux, et des réseaux qui permettent d'absorber un débit de plus en plus grand. Je dis ça, c'est pas innocent dans les domaines de la santé, parce que disons, les applications de santé sont des applications qui se consomment beaucoup de bandes passantes. Pour prendre l'exemple de l'imagerie médicale, on fait maintenant de façon assez courante du télédiagnostic à partir de l'imagerie médicale. Encore faut-il avoir les infrastructures qui permettent effectivement de transporter des contenus volumineux en termes de poids de données sur des réseaux appropriés. Donc il y a tout un volet d'infrastructures, mais on n'est pas bien sûr ici pour en parler, je le rappelle quand même. Après, l'Afrique, c'est un continent où il y a d'immenses problèmes de santé publique et des systèmes de soins très très pauvres, et une présence médicale aussi extrêmement pauvre. À l'évidence, par le numérique, par le smartphone, l'arrivée du smartphone, qui est un phénomène assez récent en Afrique. Nous, on a presque tous aujourd'hui un smartphone dans notre poche. En Afrique, on est encore autour de 10-15%, parfois moins d'ailleurs dans les pays les moins développés, un peu plus de l'ordre de 20 ou 25% dans les pays les plus développés d'Afrique, mais on a une marge de progression considérable quant à la présence de cet outil d'intelligence distribué finalement dans les poches de tout le monde en Afrique. Donc, dans les années qui viennent, on va avoir 50-60% des Africains qui auront un smartphone connecté à un réseau 3G ou 4G, puisqu'on déploie maintenant la 4G. Et ça peut effectivement changer la donne, parce que qu'il s'agisse alors de l'aspect prévention, ça a été dit, et ça va permettre d'améliorer beaucoup la prévention et le traitement d'ailleurs des grandes épidémies. Je pense à l'expérience qu'on a vécue avec Ebola dans l'Afrique de l'Ouest, où c'est grâce aux données provenant de la géolocalisation des populations d'un certain nombre de pays, je pense à la Guinée notamment, qu'on a pu contribuer vraiment à endiguer cette épidémie Ebola. Bon. Donc il y a tout l'aspect du traitement des données provenant de la géolocalisation, des migrations de population qui vont jouer un rôle absolument clé. Et puis peut-être juste un dernier mot pour dire que moi je crois, ça n'a pas été mentionné ce matin, mais je crois beaucoup aussi à l'impact de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, sur un continent comme l'Afrique, ça peut aussi représenter une forme d'accès à un diagnostic, je ne dis pas forcément un soin, mais en tout cas un diagnostic extraordinaire, qui permet de passer outre une présence médicale et un tissu médical qui reste très, très insuffisant et qui le restera probablement encore pendant de nombreuses années. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, on a des logiciels d'intelligence artificielle qui permettent de délivrer un diagnostic avec une sécurité extrêmement élevée sur des masses. Et le jour où on pourra rendre ça vraiment accessible par le biais d'applications, y compris peut-être avec un relais local, à ces populations, ça peut là aussi changer de donne. Oui, Guillaume Leroy. Je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit. Effectivement, je suis complètement d'accord avec cette analyse. Et donc, il y a quand même deux grands paramètres qui changent complètement avec l'arrivée du numérique dans la santé. Un, c'est la géographie, et deux, c'est la temporalité. La géographie, à travers cette proximité qu'on peut créer grâce à nos amis de Orange, entre un patient, un aidant et un professionnel de santé, est complètement bouleversée. Il n'y a plus de distance. D'accord ? Et le deuxième point, c'est la temporalité, puisque ce qui mettait des années ou des mois à être opéré est complètement bouleversé et accéléré. Et il y a donc ça, c'est deux paramètres qui changent fondamentalement la manière d'opérer dans notre écosystème. Et puis, il y a deux grands bénéfices que l'on peut obtenir très rapidement. Un, c'est l'aspect transactionnel de la médecine, qui mobilise malheureusement beaucoup les pharmaciens, les médecins, qui, du coup, n'ont pas le temps suffisant, peut-être, pour être dans l'interaction avec leurs patients. Donc ça, c'est un premier point. Et là, l'aspect transactionnel sera largement simplifié avec l'arrivée du numérique. Et puis enfin, ça va apporter, et je reviens donc aux promesses et aux espoirs, des choses qui n'étaient pas faites jusqu'à maintenant, puisque c'était des observations qui étaient sur des signaux faibles,
perdu dans une population sur un déterminant génétique, comportemental, des facteurs de vulnérabilité qui n'étaient pas repérables de façon individuelle. Les big data et l'intelligence artificielle vont permettre de mettre en exergue un certain nombre de déterminants. Et ça, c'est extraordinaire pour la recherche scientifique aujourd'hui. Un mot, Thomas Lode, à ce sujet, et ensuite on va donner la parole à la salle. Effectivement, alors je pense qu'on y reviendra dans la deuxième partie du débat, mais clairement, la donnée de santé en elle-même, elle va apporter tout un tas de bénéfices dont on commence seulement à toucher finalement le potentiel. En matière de recherche, effectivement, de recherche de biomarqueurs, de capacité à identifier finalement les mécanismes biologiques des maladies et à les trouver de nouveaux traitements, à développer des outils diagnostiques, on parlait d'errance diagnostique précédemment dans les maladies rares, mais aussi dans les maladies fréquentes. Et donc ça, et on y reviendra, beaucoup de choses. Et puis, il y a un autre domaine dans lequel la donnée doit apporter un bénéfice majeur. Ce sont les outils de régulation de notre système. Aujourd'hui, les outils de régulation qu'on utilise, que les autorités utilisent pour réguler notre système, sont, au regard de ce qu'on pourrait faire avec la donnée, relativement rudimentaires. Sur comment est-ce qu'on commence à ajuster les paiements et la tarification à la qualité et à la valeur des soins qui est apporté. Comment est-ce qu'on apporte de la transparence sur la qualité des soins qui est apportée. Juste un exemple. Sur une opération du cancer colorectal, on a une mortalité qui va du simple au double selon les centres hospitaliers. Comment est-ce qu'on crée de la transparence sur ces différences-là? Et donc, sur ces aspects en fait, de régulation du système de santé, la donnée doit amener à moderniser fondamentalement ces instruments qui sont centraux. Alors, on a des questions prévues dans la salle parce qu'on ne pouvait pas avoir tous nos intervenants sur scène. Et puis, il y a aussi des questions libres pour le public. Donc, on va peut-être commencer par les 2 ou 3 intervenants qui étaient identifiés comme tels. Et je vais vous remercier de vous présenter avant de poser votre question. S'il vous est possible de vous lever, c'est mieux, comme ça tout le monde vous voit. Merci. Bonjour, je m'appelle Guillaume Marchand. Je suis médecin et je suis entrepreneur. Bonjour Thomas. C'est très bien qu'on soit ici et qu'on parle d'évolution parce que je vais vous parler rapidement de ce que je fais puisqu'on a parlé de la qualité. Très vite. Oui, en 1 minute. De la qualité des applications mobiles de santé. On sait depuis 15 jours qu'il y en a même 325 000 dans le monde, un demi-million s'il y a des objets. Et on a créé une plateforme qui rassemble l'ensemble des réglementations qui s'appelle MLF Quality. Il y a 24 mois, 8% des éditeurs étaient conformes. Avaient de l'hébergement agréé de données de santé, citaient leurs sources, avaient des CGU, des mentions légales, des assurances, etc. Aujourd'hui, on en est à 30%. C'est bien la preuve qu'on peut éduquer un marché, qu'on peut l'éduquer même très rapidement quand on parle de nouvelles technologies. Et il y a un sujet qui a été très peu abordé ce matin, à part par la personne de Corian, qui est la formation initiale, la formation continue. Parce que sans formation, sans éducation, il n'y a pas d'évolution et il n'y a pas d'usage. J'aimerais bien vous entendre sur vos salariés chez Sanofi, vos clients chez Doctolib, vos soignants chez Corian et même vos centres de soins chez Orange sur les moyens que vous mettez en œuvre pour rehausser le niveau et la culture numérique. Merci. Merci de cette question courte et précise. Alors, il y en a une autre devant, mais je crois qu'il y a une question prévue à l'arrière. Mais sinon, voilà, une question ici au 2e rang, monsieur. Oui, ça va être à vous, on vous apporte un micro. Merci. C'est une question non prévue, hein. Je ne sais pas si... D'accord. Okay. Pas de problème. Non prévue, mais peut-être prévisible. Mais toutes les questions sont les bienvenues. Alors, je me présente déjà pour situer le point de départ de la question. Je suis le docteur Michel Paoli, je suis directeur médical santé d'Intermutuelle Assistance. Très brièvement, Intermutuelle Assistance est une société d'assistance qui couvre une dizaine de millions de personnes et globalement, on répond à une sollicitation à peu près toutes les 10 secondes. Donc, l'e-santé fait partie de nos axes stratégiques et de développement et d'activité, ainsi que toutes les activités de santé en général. Ma question portait quand même sur une problématique d'étonnement, c'est-à-dire que Martin Hirsch l'a dit, mais je ne vais pas lâcher le morceau. Vous créez un débat avec des experts, il n'y a pas de soignants. Il est quand même ahurissant de penser que
On parle de santé, est-ce qu'il y a un médecin dans la salle? Bon, il y en a un, deux, et même des célèbres. Il y a un docteur en pharmacie. Mais néanmoins, il n'y a pas de pharmacien, il n'y a pas d'infirmier, il n'y a pas de médecin soignant. La PHP représente 10 000 médecins, mais il y a 150 000 médecins libéraux. Les 20 000 pharmaciens qui sont des acteurs de santé très importants et encore plus importants demain qu'aujourd'hui ne sont pas représentés évidemment par votre laboratoire, même ils ont un rôle éminent. Donc je suis quand même un peu étonné qu'un tel événement fort passionnant ait un peu oublié cet aspect des choses, sachant que si on faisait probablement un forum sur la voiture connectée, on n'oublierait pas Renault ou Citroën ou quelque chose comme ça. Voilà, je voulais poser cette question. Donc la question, c'est l'absence sur le plateau de professionnels un peu plus concernés. Là, je ne vous ai pas entendu. J'étais étonné dans le plateau de l'absence de soignants. Même si la PHP a un rôle de soignant, on est loin du compte. Très bien. Alors, autre question. Il y en a une ici, 2 questions derrière. Mademoiselle, 2 questions derrière, là, qui se lèvent. Les mains se lèvent au milieu. Si on peut apporter des micros. Je sais pas, je profite juste du micro pour une question très rapide de citoyen. Dominique Nora de l'Obs. C'est sur le dossier médical partagé. Vous avez prononcé ce mot. Or, il n'existe pas en France. Quand on a fait la carte vitale, il était prévu qu'on ait un dossier médical partagé avec cette carte très rapidement. Je voudrais savoir, selon les uns et les autres, quels sont les blocages majeurs qui ont empêché ça et quand est-ce qu'on pourrait espérer en avoir un, parce que c'est quand même le b.a.-ba de la santé connectée, je pense. Très bien. On va encore prendre 2 questions. Voilà. Je vous prie de vous présenter, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Donc, Stéphane Haas, directeur général adjoint du CATEL. Tout d'abord, merci pour l'organisation de cet atelier et également les dossiers qui sont présents sur votre plateforme collaborative qui éclairent sur les enjeux que nous partageons tous. Et nous portons tous des convictions. Et ma question va être orientée plus vers les actions. Et parmi les enjeux, on peut parler des enjeux liés aux déserts médicaux, à la qualité et la pertinence des soins, mais aussi à l'impact qu'ont les innovations sur les organisations. Et ma question va plutôt porter, donc, pour M. Richard, sur le volet des déserts médicaux, dans la mesure où cette difficulté est commune à des territoires en France, en Outre-mer, mais aussi en Afrique. Et c'est sur cette dimension internationale que votre groupe peut porter. Vous êtes un opérateur, vous l'avez rappelé, vous avez une légitimité, vous avez surtout une capacité à projeter des solutions concrètes sur l'ensemble de ces territoires. Et donc, c'est par rapport à ce village planétaire des territoires e-santé que je voudrais vous poser la question de: êtes-vous prêt à relever ce rôle de pacificateur que vous pourriez avoir pour permettre de donner une échelle de déploiement aux solutions? Et un peu comme l'a proposé M. Hirsch, ou sur la volumétrie des applications, de pouvoir faciliter cette évaluation, je voudrais, moi, vous poser: comment pouvez-vous affirmer dans votre stratégie cette capacité à donner une dimension au déploiement de solutions concrètes que vous pouvez tenir, bien sûr, avec l'aide d'autres acteurs, et je pense à monsieur pour Sanofi. Et donc, votre position historique dans plusieurs pays vous donne une responsabilité. Alors, on va poser ces questions. Il y en a encore 2 au milieu, les 2 dernières. Il y a un micro déjà. Allez-y. Oui, bonjour, Bertrand Boutron. Je représente le président fondateur de l'Institut européen de biologie et de médecine systémique. Et j'ai une petite devinette très simple qui tient en 3 lettres. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui ici ? Tout simplement pour 3 lettres. GSM. Parce qu'il y a eu une norme qui a été faite par le groupe Spécial Mobile qui a permis le développement de toute la téléphonie mobile. Et cette norme internationale a permis donc ensuite le développement d'objets connectés qui ont commencé par Nokia, etc. Donc on parle de 300 000 ou plus objets connectés, mais il n'existe pas actuellement de normes internationales pour ces objets. Tant qu'il n'y existera pas
de normes internationales pour ces objets, la médecine connectée ne fonctionnera pas. Aujourd'hui, un dossier médical d'un hôpital vers un praticien ou vers un autre hôpital, c'est très difficile. Alors, pour les données individuelles des patients, ça va être encore plus difficile. Il est évident que nous sommes aujourd'hui à l'aube de la médecine proactive, puisque nous sommes à la fin de la médecine réactive, et que l'enjeu est de taille. Mais pour agrémenter cette médecine proactive, il faut absolument une norme internationale de transmission des données. Nous avons avec nous le CERN, par exemple. Nous avions une réunion le 6. Le CERN nous dédie toute son infrastructure pour le traitement des données. Nous travaillons avec eux. Il n'y a aucun problème pour le traitement des données, mais il y a un problème pour la transmission des données. Et je pense que quand ce problème sera levé, alors là, oui, on sera à l'ère du numérique. Merci. Alors, je prends la dernière question juste à côté de vous, mais très, très rapidement. Je dépasse déjà mon quota de questions autorisées. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis Arnaud de Saint-Simon, de Psychologie Magazine, partenaire du DSF. Il y a un sujet qu'on a abordé au début de la présentation de Laurent Bigand, c'est le sujet de la téléconsultation. Donc, à la fois quelque chose auquel on a recours dans les pays où il y a des grandes distances. Je crois que Australie, entre autres, a été signée. Et en même temps, il y a beaucoup de réserves dans le sondage, puisque une majorité des Français sont contre. Est-ce qu'on pourrait juste dire un mot sur les avantages, évidemment, en termes d'accessibilité, de coûts, etc., les inconvénients ou les risques en termes de diagnostic? Ça me semble une évolution inéluctable de la médecine. En même temps, ça pose beaucoup de questions. Merci. Merci beaucoup. Alors, on va faire le tour de nos intervenants. On n'allait pas pouvoir chacun prendre la parole sur chacune des questions. Puisque je vous voyais, Sophie Boissard, réagir sur la question de la téléconsultation, on va commencer par ça. Sur cette dernière question posée sur l'acceptabilité ou pas de la téléconsultation. Je pense que c'est une excellente question et que, comme tout, il n'y a pas de réponse universelle. Je vais simplement partir d'un exemple d'expérimentation qui va se lancer là en 2018 en France, qui est dans des zones où il y a de moins en moins de médecins généralistes présents, d'organiser une espèce de ce que je qualifierais de consultation déportée, où finalement une infirmière, vous rendez au cabinet d'une infirmière où elle se rend chez vous, elle a tout le matériel de transmission d'examen à distance présent, et il y a un rendez-vous qui est pris avec un médecin généraliste dans son cabinet, donc partie de ce réseau, et l'infirmière ou l'infirmier finalement prend l'attention, le pouls, passe toutes les informations au médecin qui a accès au dossier du patient, et ça permet d'avoir une consultation comme si vous étiez dans le cabinet. On voit bien que ça répond à la question que vous posiez tout à l'heure d'accessibilité, ça répond à la question des déserts médicaux, mais c'est évidemment pas une réponse universelle où dans un certain nombre de cas de figure, on aura besoin d'un contact physique plus approfondi. Donc moi, je crois beaucoup à la téléconsultation comme une forme de réponse aujourd'hui à une insuffisante ou une mauvaise répartition, en particulier des médecins généralistes sur le territoire. C'est vrai dans les territoires ruraux comme aussi d'ailleurs dans le périurbain ou dans l'urbain, mais ça doit être accompagné et ça ne peut pas se faire en spontané, c'est-à-dire pof, je fais irruption, c'est forcément dans le cadre d'un rendez-vous et d'un système organisé. Et je rebondis sur la question du dossier médical partagé, qui est effectivement l'arlésienne dans le système français. Moi, je peux vous dire, il y a 30 ans, on avait déjà le débat à partir du NIR, enfin, du numéro d'identification, sur comment est-ce qu'on pouvait avoir une clé unique d'accès permettant à tous les professionnels de santé de renseigner un dossier unique. Je pense là qu'il y a la combinatoire de deux choses, qui est à la fois effectivement la volonté de vraiment protéger l'accès à des données extraordinairement confidentielles et dont le mauvais usage pourrait déboucher sur toutes les excès ou les risques que Stéphane évoquait pour commencer. Je pense qu'il y a aussi, ça renvoie à l'organisation de notre système de soins, profondément. Alors pardon monsieur, je ne suis pas médecin effectivement, mais je représente une communauté de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de soignants, médecins et professionnels de santé, et qui est aujourd'hui quand même profondément organisé du mon acte, mon dossier, ma donnée, et je ne la mets pas en partage, c'est la mienne. Je pense qu'on est en train de le surmonter, mais c'est vraiment indispensable pour ensuite pouvoir s'inscrire dans ces parcours de santé et dans les expérimentations qu'on évoquait.
Merci. Un mot très rapide sur cette question, parce que là, on prend beaucoup de retard. C'est passionnant, mais on prend beaucoup de retard. De Stanislas Niox-Château sur la question de la téléconsultation et peut-être aussi celle du dossier partagé. Alors, sur la question de la téléconsultation, bien évidemment, sujet clé, il y a 1,5 milliard de prises de rendez-vous de professionnels de santé en France par an. 1,5 milliard. Et globalement, est-ce qu'il pourrait y en avoir 150 millions en téléconsulte? Voilà, la question se pose. Aujourd'hui, il y a quelques milliers de téléconsultations en France par mois. Le plus grand pays d'Europe à avoir la téléconsulte, c'est la Suède. Ils font 40 000 téléconsultes par mois, ce qui est rien. Et donc aujourd'hui, sur la téléconsulte, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier, c'est le financement. Parce qu'en fait, sans nomenclature d'actes et sans financement de la téléconsulte, il ne se passera rien. On aura beau se raconter ce qu'on veut, il ne se passera rien. Et le second problème, c'est bien évidemment qu'il faut que ce soit dans le workflow opérationnel des soignants. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit dans les outils du quotidien des établissements ou des praticiens. En sachant que ces deux questions peuvent être résolues. Donc nous, on est déjà en discussion avec les pouvoirs publics pour essayer de faire avancer ça. S'il y a du financement et si c'est dans le quotidien des praticiens, encore faut-il savoir pour quel type d'actes est-ce qu'il faut que la téléconsulte soit mise en place. Aujourd'hui, on pourrait la mettre en place pour des actes simples, type médecin généraliste, pédiatre, des actes de premier recours de ville. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas pour les actes plus complexes de soins et notamment de pathologies lourdes qu'il faudrait la mettre en place? Aujourd'hui, il y a un plan du ministère pour faire 1 million de téléconsultes à horizon 2021. 1 million, c'est rien. Est-ce qu'on peut faire mieux? Probablement que oui. Par contre, il faut le faire avec les praticiens. Et après, pour répondre à la question du DMP, en fait, moi, je vais répondre à 2 questions d'un coup, voire même 3. Et je vais le faire en 20 secondes. En fait, aujourd'hui, il y a 2 problèmes pour lesquels il y a peu de startups de e-santé qui se déploient. Le premier, c'est la formation. Donc, pour reprendre la première question, qui est en fait la meilleure question, qui est de dire aujourd'hui, des technologies de la santé, c'est simple, on peut en faire plein. Ce qui compte, c'est que les utilisateurs, c'est-à-dire les patients et les professionnels de santé, les utilisent. Et donc, nous, on a 400 personnes qu'on a recrutées en 2 ans. On est dans 30 villes en France. On a 200 personnes sur le terrain qui font du conseil en organisation de cabinet. Et donc, le site grand public que vous voyez, Doctolib, 12 millions de trafic, etc., en fait, c'est rien, c'est 5% de ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les cabinets et qu'on change l'organisation des cabinets et qu'on forme les praticiens. Et donc, en fait, c'est une digitalisation à marche forcée des cabinets. Et donc, la formation des praticiens, la formation des établissements, la formation des patients, en fait, c'est la clé, pour moi, de la digitalisation de la santé. Et le second frein, pour lequel il y a peu d'innovation dans les services de santé, c'est l'interopérabilité. Et donc là, ça répond à 2 questions, le DMP et puis votre question sur la norme. Aujourd'hui, le système est fragmenté. Il y a 370 000 praticiens libéraux en France, 2000 établissements, centres de santé. Et globalement, chacun a son système non interopérable avec peu de normes et tout le monde bloque l'interopérabilité en santé. Et donc les éditeurs historiques qui bloquent cette interop depuis 10-20 ans, clairement, ils bloquent l'innovation en santé. Ils bloquent l'innovation dans des potentielles données ou analyses de données pour des traitements, mais ils bloquent aussi l'accès à des startups comme nous pour le digitaliser. Donc interop et formation des praticiens, clairement, c'est 2 freins très importants à la digitalisation de la santé, et d'ailleurs plus important même que la loi, puisque la loi hébergement de données de santé, les contraintes sont là, il suffit de les lever. Par contre, l'interop et la formation, merci. Très dur. Alors, question à la fois à Guillaume Leroy, Stéphane Richard et Thomas London, mais peut-être on va commencer avec vous, Stéphane, sur l'évaluation des applications, sur la norme, une norme internationale à mettre en place ou pas. Et puis, donc je me tourne vers vous, Stéphane Richard, sur votre rôle de pacificateur. J'ai bien aimé cette expression. Moi aussi, j'aime beaucoup l'idée. Sur l'aspect évaluation, je crois que la question qui est posée, c'est est-ce qu'il peut y avoir des tiers de confiance dans cet environnement numérique, des tiers de confiance qui puissent évaluer en effet les nouveaux services digitalisés, les applications. Sans doute que oui. Qui est le mieux placé pour le faire dans le domaine de la santé? C'est une vraie question. J'aurais tendance à dire que pour le coup, c'est vraiment un domaine dans lequel la connaissance médicale, enfin la pratique médicale est cruciale. Donc je rejoindrai
notre intervenant qui se plaignait du manque de médecins à cette table ronde. Ils sont dans la salle. Hein. Ils sont dans la salle, il est là d'ailleurs pour l'exprimer, la voix des médecins, autrement que pour dire qu'il n'y en a pas. Donc s'il a quelque chose à dire de ce côté-là, on sera ravis de l'entendre. Mais en tout cas, pour cette mission d'évaluation de ce qui peut exister dans ce domaine-là, je pense que rien ne remplacera évidemment cette connaissance-là, c'est une évidence. La question de la norme est plus complexe parce que ce n'est pas un problème de norme technique télécom. Effectivement, le GSM est la norme inventée, je le rappelle quand même, par les Français et les Allemands il y a quelques décennies, qui a permis de développer le téléphone mobile dans le monde, puisqu'elle a fini par être adoptée par la quasi-totalité de l'humanité. Il y a 7 milliards aujourd'hui de téléphones mobiles, GSM. Le problème qui est posé n'est pas celui-là. Ce n'est pas un problème de norme de transmission de données, parce que les réseaux cellulaires, sur la norme GSM, avec les nouvelles évolutions qu'on va connaître, la 5G bientôt, et les réseaux également qu'on appelle bas débit, avec des technologies différentes, mais qui ne créent pas de problème de normes, enfin de standards internationaux dans ce domaine. C'est pas ça l'obstacle. L'obstacle, c'est qu'effectivement, il y a aujourd'hui, avec l'arrivée des objets connectés, notamment dans le domaine de la santé, des systèmes propriétaires qui se mettent en place avec des silos, et qu'aujourd'hui, il y a 78 millions d'objets connectés au réseau. C'est le dernier chiffre qu'on a. Il y en aura plusieurs milliards dans quelques années. Et donc, la vraie question est de savoir comment on va pouvoir faire dialoguer tous ces objets, comment est-ce qu'on va pouvoir aussi simplifier leur utilisation par le patient ou par le professionnel de santé. Donc, on est plutôt dans un domaine de software, si vous voulez, d'interface, d'interopérabilité, en effet, mais ce n'est pas un problème de définition de normes télécom. Hein, voilà, je voulais juste dire ça. Quant au pacificateur, je l'ai dit, nous, on est très engagés sur le continent africain. Je considère que le domaine de la santé, de manière générale pour Orange d'ailleurs, mais en particulier pour ce continent africain, est une clé de notre avenir. Et vous savez qu'on s'est lancé récemment dans un nouveau métier qui est celui de la banque, en essayant d'y apporter aussi de l'innovation et en jouant sur effectivement cette transition numérique dans laquelle on est. La santé, c'est sans doute plus longue échéance, je pense que ça prendra encore du temps. Mais une fois de plus, sur l'aspect prévention, sur l'aspect accès aux soins, sur l'aspect télédiagnostic, intelligence artificielle, c'est évident que le numérique peut changer complètement la donne. Et nous, opérateurs, parce qu'on est présents dans la proximité, on a un rôle absolument clé à jouer, pas seul, mais un rôle clé. Thomas London, puis Guillaume Leroy. Oui, pour revenir sur ce point d'interopérabilité, aujourd'hui, si on devait dire quels sont les freins majeurs dans notre pays à la pleine utilisation de la donnée de santé, on a parlé de la problématique des incitations financières et des modèles économiques, et on y reviendra. La problématique d'interopérabilité, elle est effectivement majeure. On a de la donnée qui est fragmentée, qui ne se parle pas, avec des systèmes qui ne se parlent pas. Les Américains l'ont très bien compris, enfin, un des impacts qu'on connaît finalement assez peu de l'Obamacare et du plan ARA, c'est une accélération de la digitalisation de la santé aux États-Unis, et ils ont investi plusieurs centaines de millions d'euros pour créer des plateformes régionales ou locales d'interopérabilité où finalement les données sont déversées de manière à ce qu'elles puissent être partagées de manière beaucoup plus fluide entre les acteurs. C'est probablement un des enjeux majeurs des années à venir pour nous en France pour résoudre ce point de fragmentation. Je voudrais juste revenir sur un point, sur ce point de téléconsultation et de déserts médicaux. Je pense que jusqu'à il y a très peu de temps, on considérait que la réponse aux déserts médicaux, c'était d'aller mettre des médecins partout sur le territoire. C'est fini. Aujourd'hui, la réponse aux déserts médicaux, elle vient en particulier par le fait qu'on n'a plus besoin de colocaliser le patient et le système de santé. On a des exemples de téléconsultation, de téléexpertise, de délégation de tâches. L'exemple du Canada est extraordinaire, où on n'a plus besoin forcément d'avoir un médecin. On a un technicien ou une infirmière en liaison directe. On a des services d'information à distance qui permettent là aussi d'éviter un besoin de recours physique. Bref, on a une palette aujourd'hui d'outils qu'on n'avait pas il y a 4 ou 5 ans qui permettent de répondre aux déserts médicaux. Guillaume Leroy, je vous donne 1 minute 15 maximum parce qu'on est très en retard. Je vais être très rapide. Tout d'abord, je voudrais rappeler que la santé, ce n'est pas uniquement la maladie. Ça, c'est le premier point. Et l'apport du numérique, c'est sur l'ensemble de la santé et pas uniquement de la maladie. Ça, c'est le premier point. Et donc, c'est l'ensemble de l'expérience patient
sain puis patient malade qui doit évoluer. On a créé le premier laboratoire de e-santé chez Sanofi pour connecter les acteurs de l'écosystème, justement. On a parlé des objets connectés. Ce que l'on souhaite, c'est connecter les acteurs de l'écosystème dans ce laboratoire qui s'appelle le 39 bis, pour qu'on puisse ensemble s'étonner, co-créer, prototyper des solutions de santé. Une question a été posée pour Sanofi sur la formation. Ce laboratoire 100% dédié à la e-santé a d'abord pour objectif, pour les 25 000 collaborateurs qui travaillent chez Sanofi en France, de pouvoir participer à des sessions de formation autour de la e-santé, pratiquer, expérimenter, échouer aussi sur des expériences pour s'approprier cette réalité-là et envie d'être une partie prenante de la e-santé. Et puis enfin, le rôle de pacificateur dans le monde. Je crois que la santé est un droit individuel, mais la responsabilité de tous. Sanofi est un des acteurs mondiaux de la santé. C'est aussi notre rôle de donner accès à l'ensemble de nos solutions, qu'elles soient médicamenteuses ou solutions de santé à travers la e-santé, à l'ensemble de la planète où nous sommes aujourd'hui présents. Alors on poursuit notre matinée avec, on l'a déjà un peu évoqué, l'exploitation des données et leur sécurisation. Ça fait partie des principales inquiétudes des patients, mais aussi des États. Comment sécuriser les données, comment éviter les dérives, comment éviter tout simplement l'erreur humaine, au-delà d'une éventuelle malveillance ou de la trop grande performance des algorithmes et le fait qu'ils puissent nous échapper parfois. Thomas London, je vais commencer avec vous. Comment on assure, on rétablit ou on établit la confiance totale entre le patient et son soignant et le personnel soignant, et comment on le rassure sur le fait que cette masse de data qui finalement le dépasse parce qu'elle peut être aussi utilisée, on en a parlé tout à l'heure, pour suivre l'évolution d'une maladie, elle peut être anonymisée. Comment l'assure-t-on que cette masse de data soit sécurisée ? Alors, je vais commencer par ne pas répondre, si vous voulez bien, à dessein à votre question. Pourquoi ? Parce que c'est frappant que quand on parle de données de santé, à peu près systématiquement, on commence par parler des risques, des mésusages potentiels, de ce qui pourrait arriver si, etc. Alors, pas aujourd'hui, parce que là, on vient de parler 1h30 de tous les autres aspects. Non, mais je veux mettre l'accent là-dessus. Je pense qu'on ne parle pas suffisamment des bénéfices, premièrement. Et deuxièmement, si on fait le parallèle un instant avec le médicament, chaque médicament, dès lors qu'il est efficace, porte un risque. La société s'est équipée pour évaluer le risque-bénéfice du médicament et décider de prendre un risque mesuré au regard des bénéfices. Je pense que la même démarche est valable pour la donnée. Le risque zéro, il n'existe pas. Et donc, il faut être en mesure de maîtriser ces risques et de savoir le risque qu'on prend au regard du bénéfice. Donc ça, premier propos, je pense, très très important. Si on applique le principe de précaution, on n'innovera plus en matière de santé. Et la même chose est vraie dans les usages, on va frigorifier l'ensemble. Cela dit, on a aujourd'hui des moyens pour évidemment protéger la donnée. La donnée, il y a évidemment la donnée personnelle, individuelle, celle que le médecin utilise pour diagnostiquer une maladie, pour prescrire un traitement, celle que l'assurance maladie utilise pour rembourser les soins. Et donc celle-là doit être traitée d'une manière. Et puis ensuite, il y a la donnée anonymisée, pseudonymisée, sur laquelle aujourd'hui on a des moyens, alors pas de rendre un risque zéro, mais d'amenuiser le risque suffisamment pour se permettre d'avoir un usage bien supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui de la donnée. Mais est-ce que chaque fois que vous entendez le matin à la radio parler d'une brèche et de millions de données, parce que ça arrive quand même malheureusement, hein, qui seraient dans la nature, quand on sait que ça devient un outil financier pour les hackers, c'est du piratage 2.0. Est-ce que vous vous dites à ce moment-là, à chaque fois, bon ben là, je recule encore dans ma capacité à convaincre que les datas sont une vraie force?
Alors évidemment, enfin, à chaque fois effectivement qu'on a une nouvelle comme ça, ça jette le doute, la suspicion. Aujourd'hui, les données de santé, le cadre protecteur de la donnée de santé, en particulier en France et en Europe, est quand même très strict et très protecteur, je pense qu'il faut le dire. Ensuite, il y a sans doute dans le futur un certain nombre de logiques qu'il faut continuer à développer, en particulier de se dire que d'avoir des systèmes où la donnée, elle n'est pas à un seul endroit, mais elle est délocalisée, et on peut l'interroger et la rapprocher dès lors qu'on en a besoin. Et puis, dans l'utilisation, je pense qu'il y a un exemple très intéressant, on en revient sur la transparence des usages, sur cette question-là. Les Estoniens ont un système qui est formidable. C'est n'importe quel professionnel de santé peut aller interroger la donnée de santé, pour le coup individuelle de tout patient. Simplement, ils ont un système de traçabilité et de transparence des accès, et donc le patient saura. Et donc il va dire, mais pourquoi est-ce que cette personne-là a été accédée et ça reste illégal. Et donc cette personne-là pourrait être poursuivie. Donc je pense qu'on a aussi des solutions à aller chercher dans la traçabilité qu'on va donner des usages qui sont faits de la donnée. Rapidement, Stéphane Richard. Oui, un mot rapide pour dire que cette question des données, elle a deux aspects. Elle a la façon dont on peut organiser le niveau et élever le niveau de protection des données personnelles, je l'ai dit tout à l'heure, qui est critique si on veut développer la e-santé. On a aujourd'hui des possibilités ou des technologies qui permettent de le faire, et ça doit être basé sur un principe simple qui est celui de la propriété de la donnée. Le patient est propriétaire de sa donnée personnelle, médicale. Si on décline ce principe dans l'ensemble du système, on peut y arriver. Il y a un autre aspect que vous avez effleuré et qui est plus global, qui est celui de la cybersécurité, c'est-à-dire des hackers, ce que vous appelez les hackers. Ça, c'est un danger majeur sur l'humanité numérique aujourd'hui, qui n'est pas d'ailleurs limité à la question de la santé. Il vaut partout, il touche les entreprises, il touche le monde financier. Et là-dessus, il n'y a qu'une seule réponse, comme toujours dans les problèmes de sécurité, c'est élever là aussi le niveau de protection, et élever le niveau d'expertise. Et il faut déjà qu'il y ait une prise de conscience de la montée de ces périls, des conséquences gigantesques que ça peut avoir. C'est pas seulement le fait, en l'occurrence, d'accéder même à un dossier médical. Il peut y avoir des conséquences dramatiques, même à l'échelle planétaire. La cyberdéfense, c'est certainement un des axes absolument essentiels des acteurs du numérique, des pouvoirs publics, des entreprises de technologie, et Orange, de ce côté-là, a fait un très gros investissement dans ce domaine. Il est capital d'élever notre niveau de protection face aux risques, aux cyber-risques en général, évidemment dans le domaine de la santé, mais plus généralement. Sur le plan de la connaissance, Sophie Boissard, vous nous parliez tout à l'heure de ces personnes âgées que vous prenez en charge et qui sont, qui sont atteintes de plusieurs affections, dont certaines sont des affections de longue durée. En quoi le numérique change leur vie, change la pratique de la médecine pour ces personnes ? Le numérique, je l'ai dit, change leur vie dans la capacité qu'on a à collecter des données au quotidien sur la façon dont elles se comportent, sur les risques qu'elles courent, sur le fait qu'elles chutent, sur le fait qu'on puisse tracer qu'effectivement elles ont pris leurs médicaments au bon moment. Donc je dirais c'est tout cet environnement sécurisé qui permet d'alléger un tout petit peu le drame que représente cette situation de santé. Mais sur le plan de la connaissance médicale ? Sur le plan de la connaissance médicale, il y a deux dimensions très importantes. La première, c'est celle que j'ai indiquée, c'est une compréhension des phénomènes d'épidémie qui sont évidemment particulièrement dramatiques pour des personnes déjà vulnérables. Alors là, on est dans de l'intelligence artificielle, plus on est capable de collecter des données anonymisées, plus on va être capable finalement d'avoir une vision complète sur une cohorte et identifier les risques d'épidémie. Et puis je voudrais ici parler d'une des grandes avancées potentielles de la médecine des années qui viennent, les 10 prochaines années, qui est le diagnostic avancé des signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, on en est aujourd'hui dans la situation où on commence à avoir des traitements médicamenteux qui peuvent enrayer le phénomène de formation des plaques amyloïdes et donc de dégénérescence dans le cerveau. Mais ce qui manque, c'est d'être capable de coupler cela, parce que c'est avec un diagnostic suffisamment en amont pour être capable de bloquer. Et ça, je pense que d'ici une dizaine d'années, on y sera et on va alors du coup
arriver à la question qu'on évoquait, qui est celui du diagnostic au bon moment, évidemment couplé avec tout ce que l'on peut faire pour vraiment étayer ce diagnostic et pouvoir adapter, personnaliser un traitement. Donc ça, c'est, quand on y pense, c'est évidemment une des grandes avancées possibles et dans lequel, évidemment, le digital va jouer un rôle. Je voudrais juste très, très rapidement rebondir sur la question des données. Je pense qu'il y a un point dont on n'a pas parlé. Effectivement, le caractère propriétaire des données de santé par le patient, c'est évidemment une garantie. Je pense que ce qui nous guette tous aujourd'hui comme question sociale, c'est de se dire, à partir du moment où on sait que le patient a sa donnée, ou c'est l'ensemble des données concernant sa santé, comment s'assure-t-on qu'un assureur, par exemple, ne peut pas dire, OK, avant de vous donner ce crédit logement, etc., ou avant de vous assurer sur la vie, vous allez, puisque vous avez ces données de santé, donnez-moi votre historique sur les 10 ou 15 prochaines années. Je pense qu'en fait, il y a une troisième dimension qui est une dimension là beaucoup plus finalement de réglementation et de règles communes qu'on se donne ou pas, qui, je pense, explique une grande partie aujourd'hui des craintes légitimes et des appréhensions. Guillaume Leroy, je voudrais vous entendre aussi évidemment sur le plan de la connaissance, de la numérisation, de l'anonymisation, tout ce que ça ouvre comme possibilité sur la prédiction, mais quand même rapidement un mot pour revenir sur la formation. Parce que là on parle des dangers de piratage, de malveillance ou d'erreurs humaines sur l'utilisation de données. L'utilisation de données, c'est aussi la prescription. C'est aussi le dosage de médicaments, c'est le dosage de perfusion par exemple, c'est aussi le dosage de rayons quand il s'agit de radiothérapie. Et là, il peut y avoir erreur humaine, difficulté d'utilisation, donc la formation prend tout son sens. Alors pour répondre sur la formation, je peux être que d'accord avec votre point de vue. C'est un élément essentiel et l'information dans la tête et dans la conscience de la bonne personne au bon moment. Donc la posologie, effectivement, d'un traitement, par exemple, et au regard de la multiplicité des solutions existantes, c'est pas forcément évident de toujours être en situation d'éviter un mauvais usage du médicament. C'est pour ça que dans nos priorités de développement de solutions numériques, on a mis l'interaction patient-pharmacien, puisque c'est le point, en dehors de l'hôpital, bien évidemment, c'est le point de rencontre entre un médicament, un professionnel de santé qui est le pharmacien, et un patient. Et donc c'est quand même un moment assez privilégié pour reformer, vérifier d'abord l'ordonnance, vérifier la pertinence du produit et la maîtrise du traitement par le patient. Voilà un exemple d'accompagnement pour minimiser au maximum un mésusage du médicament. Et puis pour les deux autres points, je vais être très bref. Sur les données de santé et la sécurité, pour moi, il y a deux choses. Il y a qualité et régulation. En France, on a eu la caractéristique d'avoir des données de santé de très grande qualité. Donc ça, c'est un élément très important. Et les solutions qui sont développées, chez Sanofi en tout cas, on travaille avec une start-up qui vient justement vérifier la qualité des applications pour être sûr que la qualité des algorithmes, des informations et du traitement de ces informations soit au meilleur standard de qualité. Donc ça, c'est un point important. Et sur la régulation, la France a toujours été très douée pour réguler, donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Et on a beaucoup parlé de régulation des données. Bien sûr, les données, c'est important, mais c'est finalement l'usage des données qui est le plus important. Et comme dans les recherches cliniques, on a des comités d'éthique et des systèmes en place de régulation, je pense qu'on a tous les outils en France pour parfaitement réguler, non pas la donnée, bien sûr, il faut le faire, mais aussi l'usage de la donnée et savoir condamner le mésusage ou l'utilisation non appropriée de données de santé. Rapidement encore, sur les opportunités de progrès en matière de santé, de résorption d'épidémies ou de progrès faits pour traiter des grandes maladies. Eh bien, alors on a cité le diabète avec une solution qui vient d'être approuvée par la Haute Autorité de Santé, qui va accompagner le patient et qui, en fonction de son comportement, va être connecté, son système de mesure de glycémie va être connecté avec son médecin et qui va pouvoir avoir un suivi en permanence. Et dès qu'on dépasse des seuils,
qui auront été définies par le médecin. Là, voilà, le patient sera alerté par son médecin et le traitement sera ajusté. Diagnostic des maladies rares, évidemment, on en a parlé. Accélération de la recherche clinique. Et quand on voit tous les grands progrès qui sont faits dans le cancer, dans la maladie de la peau, etc., évidemment, l'accélération des études cliniques va apporter considérablement pour les médecins. Et puis enfin, la prévention, l'exposition aux risques infectieux, la transmission. Et enfin, la compréhension des maladies. Et ça, je crois que c'est un important. La science a beaucoup progressé par la compréhension du corps, plus que de la maladie. Et aujourd'hui, on est plutôt dans des modèles de médecine translationnelle où on cherche à plus comprendre l'interaction entre le système humain et son environnement. Et là, on est aussi sûrement à la veille de belles innovations médicales. Merci beaucoup. Il nous reste une petite dizaine de minutes pour prendre encore quelques questions dans la salle, s'il y en a. Alors, je sais qu'il y a une intervention prévue de M. Corsard, s'il est là, s'il peut lever la main. Ah, vous êtes juste ici. On va vous apporter un micro. Je vais vous laisser vous présenter et intervenir. Bonjour tout le monde. Si vous voulez bien vous lever, merci, parce qu'on ne vous voit pas au fond. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est donc Dr Sarr du ministère de la Santé et partenaire de Orange. Ministère de la Santé du Sénégal. Le ministère de la Santé du Sénégal est partenaire de Orange dans le cadre de Digital Society Forum pour la santé. Nous venons juste le 25 octobre passé d'organiser un forum pareil et qui a permis aux différents acteurs donc d'échanger sur un certain nombre de problèmes liés à l'usage du numérique pour la santé. Et à ce niveau, on a fait appel effectivement à des soignants, des psychothérapeutes, des spécialistes diabétologues. Nous avons également fait appel à des économistes de la santé, des socio-anthropologues, des experts en éthique de la santé, mais également des gestionnaires de données, dans le cadre justement pour passer en revue les solutions qui sont aujourd'hui utilisées dans le cadre de l'accès aux soins. Ce que nous avons surtout remarqué, c'est que le numérique a effectivement été remarqué dans notre environnement de vie, mais pour ce qui concerne les responsables de santé, leur utilisation n'a pas été systématisée pour faire face aux problèmes auxquels le système était confronté. Ce qui fait que le privé a plus ou moins essayé donc d'intervenir et nous avons remarqué des solutions par-ci par-là, gérées de façon tout à fait autonome et avec de temps en temps une intervention du système de santé. Nous avons par exemple pour le diabète, le M-diabète qui a été donc un projet totalement privé, mais avec l'intervention du ministère de la Santé. Nous avons MCPN, donc c'est l'utilisation du mobile pour faciliter les rendez-vous, un rappel de rendez-vous, des consultations prénatales. Nous avons M-Cardio également, qui a été une expérience développée au niveau de notre pays. Et l'ensemble de ces solutions ont été partagées, mais la problématique qui a été surtout agitée, c'est l'utilisation des données, mais qui n'était pas surtout centrée sur le patient. Donc le ministère de la Santé utilise certes des solutions informatiques, des gestions des données, mais centrées sur le système et non sur le patient. Et c'est cela qui a été l'enjeu majeur sur lequel l'invite a été donné pour permettre aux startups de faire des propositions de solutions qui, en général, sont souvent accompagnées par la Sonatel au niveau du Sénégal. Merci. Oui.
Merci, Sonatel, filiale d'Orange au Sénégal. Merci beaucoup. On prend encore 2 questions, s'il y en a, dans la salle. Non, personne. Eh bien, on va terminer avec cette question de M. Samba-Corsard. Stéphane Richard, peut-être vous voulez intervenir sur ce qu'il nous a indiqué à propos de la difficulté pour le milieu hospitalier public de s'emparer de la révolution numérique. Oui, je crois qu'on fait tous ce constat. On parle là du Sénégal. Je pense qu'on pourrait probablement aussi en faire une partie de ce constat, y compris dans notre pays. Finalement, c'est assez révélateur peut-être de la synthèse de ces discussions qu'on a eues ce matin. Beaucoup d'opportunités, beaucoup d'espoir, beaucoup de promesses, peut-être les plus exaltantes de cette révolution numérique, et en même temps beaucoup de freins. On a parlé de la formation, on a parlé de la régulation, on a parlé de l'interopérabilité, peut-être beaucoup de peur aussi quand même. Je suis frappé par ce chiffre sur l'attitude ou la vision des personnes par rapport à la téléconsultation. Je pense que c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas de pratique. Que donc, peut-être ce qu'il faudrait aussi essayer de savoir, c'est ce que pensent les gens qui ont pratiqué la téléconsultation de la téléconsultation. Tous ceux qui ne le connaissent pas, forcément, non, c'est bien compréhensible, une certaine appréhension. Moi, en synthèse, je dirais que on voit qu'il y a plusieurs grands champs, finalement, dans ce que le numérique peut apporter aux problématiques de santé en général. Il y a tout ce qui porte sur, je dirais, l'optimisation du fonctionnement des systèmes de soins, des systèmes de santé, publics, privés. On est quand même globalement dans un système, là je parle plutôt de la France ou des pays en tout cas européens, qui est encore très lourd, très basé sur le papier. Est-ce que c'est normal qu'à notre époque où on remplisse encore ces feuilles maladie, enfin les médecins les remplissent continuellement et nous on est à les adresser à nos centres de sécurité sociale ou à nos mutuelles. Il y a un aspect de dématérialisation dans le parcours du patient qui est une première chose tellement évidente. D'ailleurs, je pense que le point de vue du patient et du parcours du patient devrait être un peu aussi le fil conducteur finalement de l'arrivée du numérique dans la santé. L'Internet a inventé cette notion d'expérience utilisateur, d'expérience client, on en parlait moins avant. Peut-être qu'il faudrait essayer d'importer un peu ou d'exporter plutôt ce concept dans le domaine de la santé et voir ce que le numérique peut vraiment apporter comme amélioration très simple, très concrète dans la vie du patient et dans le parcours du patient, le patient sain, comme le disait Guillaume, mais aussi, évidemment, on pense beaucoup à lui, le patient qui rencontre une pathologie. Donc, il y a tout ce qui va permettre d'optimiser les systèmes de soins, y compris sous l'angle financier, parce que, je le dis quand même, on est dans un système qui est lourdement déficitaire, et donc il y a aussi un enjeu qui est le financement de cette qualité dans le temps et la pérennité de ce financement. Et je pense que le digital peut aussi permettre d'améliorer tout simplement l'efficacité, et je pense aussi l'efficacité budgétaire de l'ensemble du système, sans dégrader la qualité. Au contraire, ça peut être aussi une façon de lutter, une façon vertueuse de lutter contre le déficit de la sécurité sociale en général. Bon, et on voit bien tout cet aspect-là. Et puis après, il y a tout ce qui touche à la qualité des soins, ça a été beaucoup dit. Et puis, je dirais, la nouvelle frontière que le numérique, dans le monde de la recherche, dans la connaissance des maladies, dans la prévention des épidémies, va permettre d'apporter. Donc je pense que c'est au total très enthousiasmant. Moi, je retire quand même de ces échanges ce matin une tonalité plutôt excitante et plutôt positive, même si on sait bien qu'il y a des grandes questions qui se posent sur, en particulier, la protection des données et au fond la capacité à rendre interopérables tous ces acteurs de la santé, quels qu'ils soient, dans un monde avec des grandes entreprises, des start-up, des professionnels de santé qui ont le rôle dominant, bien entendu. Voilà, donc beaucoup d'espoir, enfin, je trouve. Et ça sera certainement passionnant de refaire un Digital Society Forum dans, je ne sais pas moi, peut-être 2 ou 3 ans pour voir déjà où on en est. Merci beaucoup. Vous serez toujours président, directeur général d'Orange.
Mais ce sera un plaisir de vous interviewer. Merci à nos intervenants que vous pouvez chaleureusement applaudir. Et merci à vous. Je vous propose qu'on poursuive nos échanges en nous sustentant quelque peu. Merci beaucoup. On va tirer.